Bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour cette rencontre littéraire francophone. On accueille aujourd'hui Samy Tchak qui nous honore de sa présence. Bienvenue à vous. Nous allons échanger sur son parcours, son œuvre et notamment son roman Continent du tout et du presque rien que nous avons étudié avec Madame Chatti et Elvina Lepoul. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Et je passe la parole à Madame Chatti. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation brève et très efficace. Un grand merci à Samy Tchak d'avoir accepté de nous honorer de ta présence aujourd'hui parmi nous. Merci aussi à ma collègue et amie Elvina Lepoul d'avoir travaillé également avec son propre groupe sur l'œuvre de Samy Tchak. Voilà, je voudrais remercier l'association La Cyclim, c'est la coordination de recherche sur les littératures du Maghreb qui soutient systématiquement toutes nos actions. Aussi, merci à l'unité de recherche, l'équipe de recherche de Paris 8, Fabrique du littéraire. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres, tu voilà. Et juste avant, pour ouvrir un petit peu cette rencontre, quand j'ai annoncé ta venue à ton ami, le grand écrivain Wassini Laredj, donc il m'a écrit ce petit mot pour toi. Voilà ce qu'il m'a dit. Samy Tchak, parfait, un écrivain très courageux, qui a tout balancé pour épouser un regard neuf et libre. Bravo. Donc voilà, un petit mot que j'ai promis de transmettre. C'est fait. Merci beaucoup. Je passe la parole à Elvina Lepoul. Merci. Merci beaucoup au groupe d'étudiants qui a préparé cette rencontre. Merci beaucoup à Samy Tchak d'être parmi nous. Et un grand merci aussi à ma collègue Mounira Chatti qui a beaucoup travaillé pour que cette rencontre ait lieu. Et merci à nouveau à la bibliothèque universitaire qui nous accueille aujourd'hui, ce matin. On est très, très heureuse d'être là. Notamment à Catherine Dufour qui a coordonné pas mal d'aspects de cette rencontre. Donc voilà, merci encore. Merci infiniment à vous, étudiantes, étudiants. On passe la parole à Samy Tchak. Donc, comme je te l'ai dit, tu as voilà, la liberté de nous raconter ce dont tu as envie de parler ce matin, avant de passer aux questions avec les étudiants. Bonjour. Ça fait quand même combien d'années que je devais venir à Saint-Denis, hein, je n'ai pas pu. Et je peux même dire que Mounira m'a invité aussi à Bordeaux, je n'ai pas pu. Parce que les voyages, les dates et tout ça. Alors que Saint-Denis, ben oui, je vis dans le 93, hein, donc c'est mon université. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire quand même? On est dans un échange de générations, hein, quand même. Je le dis tout le temps. Lui et moi, on se connaît quand même depuis un bon moment. Je le dis tout le temps, quand je vois des étudiants, je pense à mon fils qui n'aurait pas pu être là comme étudiant. Il a 37 ans. Donc, ça fait quand même déjà un âge où étudiant, ce n'est pas non plus aussi simple que ça. Je peux parler de moi très rapidement. Je viens d'une famille où j'ai un privilège qu'aucun de vous n'a. Là, franchement, je ne pense pas qu'on aurait quelqu'un qui a mon privilège. J'ai été le premier dans ma famille à avoir parlé le français. Ben oui, personne ne parlait le français chez moi, personne ne lisait. Du coup, quand je suis allé à l'école, j'étais considéré comme quelqu'un d'intelligent puisque je parlais une langue que personne ne parlait. Ni mon père, ni ma mère, ni mes petits frères, mes oncles et tout. Ça fait quand même de moi quelqu'un sur qui une grande attente a été portée, c'est-à-dire quelqu'un qui ferait des choses intéressantes et importantes. Malheureusement, j'ai choisi une chose sans aucune importance, la littérature. J'ai quand même commencé par des études de philosophie. Après, je me suis essayé à l'enseignement. C'est dans ce cadre que j'ai plutôt écrit mon premier roman qui est sorti bien avant votre naissance, hein, parce qu'il y a 36 ans.
que mon premier roman est sorti. Femme infidèle. Après, je suis venu en France pour des études de sociologie. Je n'ai jamais fait d'études de littérature. Je le regrette d'ailleurs, hein, parce que parfois, dans les rencontres, il y a quand même des termes, des concepts qu'on utilise pour analyser ce que j'ai écrit. Je ne suis pas sûr de les comprendre nécessairement, même de la part de ceux qui font des thèses, je ne comprends pas. Mais la littérature a éclipsé tout ce que j'ai pu apprendre, ou bien tout ce que j'ai appris avant nourrit ma littérature. Sinon, comme chercheur, j'étais tellement éloigné de ce qu'on appelle la littérature. J'ai travaillé sur les systèmes d'irrigation dits californiens au Burkina Faso, appliqués à la riziculture submergée. Bon, on est très loin de Proust quand même. Ça a donné mon livre « Formation d'une élite paysanne au Burkina Faso ». Ensuite, j'ai plutôt eu un parcours où j'arborais les bas-fonds. Ce n'était pas de ma faute, c'est quand même le hasard qui a voulu que ça se passe comme ça. Mon premier voyage pour des recherches en terre étrangère était consacré à la prostitution à Cuba. Ça fait quand même 28 ans que j'ai fait ces recherches-là, qui ont donné lieu à mon livre « La prostitution à Cuba, communisme, ruse et débrouille ». Je cite quand même tous ces cas-là parce qu'ils ont été à l'origine de ce que je vais par la suite écrire. Par exemple, je ne crois pas que si je n'étais pas allé à Cuba, ensuite de Cuba au Mexique et en Colombie, il y a 4 de mes romans que je considère comme à un moment important dans ma vie qui n'aurait jamais eu lieu. Hermina, qui se passe à Cuba et au Mexique. La fête des masques, qui se passe dans un pays latino-américain que je n'ai pas nommé, je l'appelle ce qui nous sert de pays. Le paradis des chiots, qui se passe en Colombie, à Bogota, que je ne nomme pas, et Filles de Mexico, qui se passe entre Mexico et Bogota. Je ne les aurais pas écrits. Et si je n'avais pas écrit ces livres-là, peut-être que je n'aurais pas eu la démarche que j'ai depuis un moment, c'est-à-dire peut-être dans tout ce que je considère comme fiction, la frontière qui se fonde entre ce qu'on pourrait appeler le rationnel et l'irrationnel ou l'invisible. Dans mes livres, on se rendra peut-être compte que ce qui est rêve, ce qui est imaginaire, ce qui est croyance, ne se distingue pas de ce qui peut être rationnellement prouvé. Je suis parti d'une chose qui me semble très banale quand même, très banale, que même des doctorants qui ont eu la gentillesse ou la délicatesse de perdre quelques années à s'intéresser à mes livres au lieu de faire autre chose, n'ont peut-être pas nécessairement saisi. Il y a quelques thèses qui ont été soutenues, mais à ma présence. J'arrive, j'écoute, je dis, bon, il y a une valeur peut-être tellement grande qu'on donne aux personnages, à leurs actions, alors que mon travail consiste plutôt à montrer l'incertitude du discours par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'histoire. En général, mes personnages n'agissent pas, ils racontent ce qu'ils ont fait. Or, quelqu'un qui me dit « j'ai fait », oui, c'est lui qui me le dit. On ne le voit pas, on voit rarement mes personnages en action. Ils sont en train de raconter quelque chose qu'ils auraient fait. Et dans ce cas-là, mes romans reposent quand même beaucoup plus sur le discours. Bien sûr, il a une part d'incarnation,
mais le discours a une part importante. Les personnages se racontent, et de cette manière-là, non seulement je mets le discours au niveau peut-être de l'action, mais je tente quand même de comprendre comment notre monde est fait. Finalement, il est dominé par ceux qui parviennent à imposer un discours. Ce n'est pas tellement ce qui se fait qui est le plus important. Prenez même l'actualité, la plus brûlante, la plus triste. On se rendra compte que ce n'est pas tellement ce que nous voyons ou jugeons qui est le plus important, c'est quel discours va à un moment finir par dominer. Quel discours nous ne serions plus dans la capacité de déconstruire sans conséquence. Et à partir de ce moment-là, mes romans sont devenus peut-être le lieu où je pose un regard plutôt critique sur notre monde tel qu'il évolue, mais bon, tel qu'il a toujours été, à partir d'éléments que certains ont analysés. Il y a une part très importante dans le rapport au corps, même à la sexualité, dans la mesure où j'ai pris la sexualité comme le symbole même de toute l'ambiguïté des rapports humains. Le lieu où on n'est pas sûr de ce que l'autre nous apporte, on n'est pas sûr de ce que nous donnons à l'autre, mais on est sûr d'une chose, c'est quand même un lieu de surévaluation de soi et en général de la réduction de l'autre en une sorte de miroir de notre propre valeur. Quand je dis parfois aux jeunes gens qui parlent d'amour, que je m'amuse à leur poser la question, qu'est-ce que tu entends par « je t'aime » ? Une simple question de « je t'aime ». Qu'est-ce que tu entends par là ? Quand, en discutant sérieusement, on se rend compte que, en général, dans le « je t'aime », on peut en arriver à « en fait, je m'aime ». C'est-à-dire, cette liaison à l'autre qui nous ramène à nous, notre présence toujours importante au cœur de tout ce qui nous intéresse, je l'analyse à partir de la sexualité. Il m'a été quand même parfois reproché cette obsession-là. Je pense quand même qu'elle n'est pas une obsession, disons, qui m'est propre. Elle est vraiment la symbolique des rapports humains entre les individus, les groupes, l'ambiguïté, la domination, l'égoïsme, l'égocentrisme, dans toutes ces relations-là. Quand je mets ça au cœur, peut-être de mes romans, ce qui n'est pas toujours compris, même en politique, je mets ces aspects-là au cœur de mes romans, je tente aussi de montrer que la relation à l'autre en général est le lieu d'un grand malentendu. Et quand je parle de malentendu, ça me permet de faire une transition vers le livre que vous avez lu. Parce que vous n'avez pas lu tous mes livres, mais Le continent du tout et du presque rien. Vous l'avez compris très clairement que le titre, je ne suis pas allé le chercher dans ma petite tête. Je n'ai fait que faire un clin d'œil en le prenant à un autre. Il fait référence très clairement à Vladimir Yankelevitch. Vous connaissez tous, toutes, plutôt toutes, on va plutôt parler au féminin parce que vu le nombre de garçons, je pense que les règles actuelles du français imposent le féminin. Vous connaissez toutes les livres de Yankelevitch, Le je ne sais quoi et Le presque rien. Et c'est un livre en 3 volumes. Et un des volumes a pour sous-titre « Le malentendu ». Si j'ai utilisé Yankelevitch pour le titre, c'est surtout pour le malentendu.
le sujet que j'aborde, qui n'est rien de plus qu'un continent, parce que le continent, on voit l'Afrique, puisqu'il s'agit de l'Afrique, est vraiment le lieu de tous les malentendus. De tous les malentendus, même de la part, et surtout de la part des Africains. Le malentendu vient d'où? Il vient d'une petite difficulté. Voilà un continent qui est le nôtre. Nous y sommes nés. Nos arrière-grands-parents y sont nés. Nos ancêtres y sont nés. Nous y avons construit des empires, des royaumes et tout. Mais quand on parle de l'Afrique, comme on le dit aujourd'hui, on est quand même dans une construction récente. Quand nous nous l'approprions, nous parlons de quoi? Nous parlons peut-être de quelque chose qui survole une complexité de réalité. Nous le simplifions comme on nous a simplifié. Et dans cette simplification, on a une infinité de discours qui sont tous à un certain niveau crédibles et qui ont leurs limites. Ils sont tous crédibles dans la mesure où ils parlent de tout, mais de rien en particulier. On peut même dire que quand on dit quelqu'un est spécialiste de l'Afrique, je ne sais pas si c'est du Maroc, et même s'il était spécialiste du Maroc, de quel aspect du Maroc il est spécialiste de l'Afrique, ça a peut-être du sens, mais ce sens-là, il n'existe peut-être que parce que nous avons adhéré à des discours qui ont simplifié cette réalité complexe pour notre compréhension. Pour l'écrivain que je suis, ça m'a plutôt intéressé dans la mesure où c'est peut-être ce que l'écrivain aussi fait. Ramener peut-être l'être humain dans ses complexités à des équations universelles, ou creuser dans l'âme humaine et tout. Mais creuser dans l'âme d'un continent est peut-être beaucoup plus compliqué que parler de la condition humaine. Pourquoi nous continuons donc à dire l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique? Pourquoi même des Africains disent l'Afrique? Pourquoi des Africains disent chez nous en Afrique? Pourquoi on dit moi en Afrique, ce qu'on sait en Afrique? Pourquoi nous disons cela? Peut-être ça part de ce malentendu-là, ça part de la possibilité, je crois, que nous ne sachions pas que quand nous parlons de notre continent, nous survolons ce qu'il est réellement dans sa complexité pour vivre dans le discours et la fabrique qui a été faite par les autres. Nous habitons quand même dans un imaginaire qui a été fabriqué par les autres. C'est ce que j'ai tenté quand même de mettre en scène dans ce discours-là, en faisant parler des personnages imaginaires, comme le narrateur héros Maurice Boyer, ou des personnes qui existent réellement, comme Felwine Sarr, Achille Mbembe, Mbougar, ou quelqu'un, Célestin Monga, qui est très connu aussi. Je fais parler des personnes réelles et des personnes imaginaires dans la mesure où, quand il s'agit de l'Afrique, ce continent, quand même, qui est réduit à une réalité homogène, la fiction et la réalité n'ont plus tellement de frontières. Donc, en faisant parler même des écrivains comme Gauze, en faisant parler ces personnes, en les transformant en fiction à partir de leurs propres mots, j'ai tenté, dans mon plaisir d'écrivain, de montrer que le réel, la fiction, tout ça, c'est dans une confusion totale et sur un fond de grands malentendus. C'est à peu près ce que j'ai voulu faire, mais il est toujours quand même, et c'est peut-être très heureux pour chaque écrivain de le reconnaître, il est toujours heureux que l'écrivain ne parvienne pas à faire en fait ce qu'il voulait faire. C'est un échec dans la mesure où, autrement, il arrêterait d'écrire. Je pense qu'il me faudrait un autre livre pour me faire mieux comprendre le projet que j'ai poursuivi. Peut-être que
je ne l'ai pas totalement réussi. Donc, je continuerai d'écrire. Et peut-être aussi, grâce à vos questions, je verrai beaucoup plus clair dans la suite de ce qu'il me faudrait écrire pour mieux me faire comprendre. Merci beaucoup. Oui, applaudissez. Je vais passer... Pardon. Je vais passer la parole à mes camarades qui ont posé des questions du coup sur le questionnaire. Mathieu Cavada, en premier. Oui. Je pense que ce n'est pas passé en premier. Bonjour Monsieur Tchak. Bonjour. Merci d'être là. La question que je vais vous poser, c'est une question qui est née d'une précédente rencontre francophone. J'ai essayé de réfléchir à Albert Camus, qui disait, vous le savez mieux que moi, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je me suis demandé ce que contenait ce terme francophone, et s'il ne contenait pas certaines choses un petit peu bizarres. Et du coup, ma question est la suivante. La distinction entre littérature française et littérature francophone n'est-elle pas problématique ? Considérez-vous vos écrits comme de la littérature française ? En gros, si moi, demain, je décroche un contrat à la FNAC, que je deviens libraire, est-ce que je dois classer vos livres dans la littérature française, puisqu'ils sont en langue française et ce sont des livres de grande qualité, ou en littérature francophone ? Et si oui, pourquoi ? Oui, c'est une question qui est au cœur des débats, qui a été même au cœur du manifeste pour une littérature monde en 2006. Je pense qu'il y a quand même un groupe, le plus grand peut-être la FNAC, qui a répondu à cette question en faisant tout le contraire de ce que les gens s'attendaient à voir la FNAC faire. Parce que toute personne qui est allée à la FNAC verra que depuis au moins 15 ans, la FNAC met littérature francophone pour les Français. Aller au Halles, francophone, c'est les Français. Là. Allez, les Français francophones. La FNAC, littérature francophone, ce sont les Français. Français ou assimilés, c'est-à-dire les Européens qui écrivent en français. Ils sont dans francophone. Les Africains ne sont pas dans francophone. On ne classe pas les Africains dans francophone, on les classe dans littérature africaine. Et dans littérature africaine, à la FNAC, on met tous les Africains, ceux qui écrivent en français et ceux qui sont traduits en français. Il n'y a pas de classement pour ceux qui écrivent en français, seulement c'est africaine. Et là, la question qui se pose, faut-il tout un continent pour que nous existions ? Peut-être dans l'esprit des libraires, oui, parce que tous les libraires classent les Africains ensemble. Traduction et écrit en français, c'est Afrique. Il y a même, c'est séparé, il y a Maghreb. Maghreb, Afrique noire. Donc, la question maintenant, la question de littérature francophone et littérature française. Je pense quand même qu'à un moment, cette question-là, à laquelle j'ai consacré un livre, La couleur de l'écrivain, nous renvoie peut-être à ce que je tente de dire. Nous sommes quand même au cœur même de ce que nous pourrions appeler la proximité qui éloigne davantage. Pourquoi, en France, les Africains noirs ne sont pas, même quand ils vivent en France, ils ont la nationalité, pourquoi ils ne sont pas classés parmi les auteurs français? Tout simplement parce qu'ils sont proches par la langue, mais ils sont irréductiblement l'autre. C'est-à-dire, on est l'autre. Ça signifie quelque part que, quelles que soient les thématiques que nous abordons, il y a une barrière qui est la couleur de peau. Ce n'est pas nécessairement parce que nous venons d'ailleurs
c'est la couleur de peau qui devient l'élément de distinction de l'altérité. Donc, quand on dit francophone, ce n'est pas juste une façon d'aborder la question, c'est une réalité concrète d'éloignement, même dans la proximité, dans la mesure où tous les écrivains qu'on aurait pu dire francophones, qui sont européens, blancs, ont quand même leurs livres directement dans la littérature africaine et littérature française. Par exemple, les écrivains comme Brina Svit, qui est slovène, ou Velibor Čolić, le serbe, ils sont dans française parce qu'ils sont européens. Il y a une plus grande proximité civilisationnelle entre eux et la France, et qu'entre la France et nous, alors que nous ne sommes arrivés à cette écriture-là que parce qu'il y a eu l'aventure française chez nous. Quand on dit francophone, on nous distingue, on nous éloigne, mais en même temps, quelque part, est-ce que ce serait souhaitable qu'il y ait une dilution de ce que nous sommes dans la littérature française? Il y a peut-être une question à se poser. Quand on a un écrivain sénégalais, par exemple, Mbougar Sarr, qui a eu le Goncourt, n'a pas la nationalité française, il est sénégalais. La nationalité, pour le moment, il ne souhaite pas l'avoir parce qu'il ne souhaite quand même pas, même dans sa tête, perdre l'idée qu'il est sénégalais. Est-ce que le classer autrement que littérature française serait vraiment un problème? Quelque part, c'est peut-être une autre question que moi je me pose. C'est notre dépendance pour exister en tant qu'écrivain des espaces occidentaux. La question ne se poserait pas si on avait des espaces capables de promouvoir, de légitimer des écrivains à partir du Sénégal, du Togo, du Gabon. Donc, notre situation de dépendance nous conduit à un paradoxe, la revendication de la fusion en l'autre, de la disparition en l'autre. Or, quelque part, c'est vrai, nous sommes quand même l'autre. Donc, il y a cette ambiguïté, à la fois souhait qu'on nous réduise à français, mais en même temps, nous savons que nous sommes différents, nous sommes d'ailleurs, que nous apportons peut-être des regards pluriels qui viennent d'ailleurs, dans la même langue. Merci beaucoup. Et on passe à Diadi Diabara, qui a quand même 3 questions, ou même un peu plus, 4 questions. Ah oui. Est-ce Bonjour. qu'elle est là? Est-ce qu'il est là? Pardon. Oui. C'est bon. Ma question est, est-ce que selon vous, le panafricanisme n'est pas une idée extrémiste de l'Afrique noire, ressemblant à une idéologie européenne du suprémacisme blanc, acquise durant la colonisation, qui, un peu pour se venger, au lieu de devenir une vision pleine de réflexivité, devient celle d'une religion donnant l'ensemble des pouvoirs aux personnes dites noires? Une Afrique qui, au lieu de créer un avenir avec des avancements pratiques et techniques, se réfugie dans un passé lointain avec des arguments théoriques. Est-ce que le panafricanisme est une forme de retour en arrière vers la féodalité qui enclave les Africains à travers une vision dominante sur les autres continents? Ça, c'est la première. La première. Ah, ouais. C'est la première. Disons que dans le livre, il y a Gauze qui parle du panafricanisme. Et ça, je ne l'invente pas, puisque c'est même en ligne. Gauze, il a vraiment parlé de ce panafricanisme-là en partant de l'idée qu'on n'a pas inclus dans le mouvement les femmes qui ont lutté réellement pour l'avènement des indépendances. Au Sénégal, Alice Sitoé, Diatta, qu'on oublie presque. Et il dit que c'est suspect, le panafricanisme. Mais tel que vous le définissez, je n'ai pas l'impression que Kwame Nkrumah le concevait ainsi. Ce n'est quand même pas pour dominer les autres continents. C'est une chose, il me semble, qui pouvait se comprendre. On a un destin presque similaire à cause de la colonisation. En tant que pays aussi éparpillé, nous ne ferons pas
le poids face aux enjeux mondiaux. Peut-être qu'ensemble, on parviendrait à constituer une entité crédible, capable de se défendre. Je pense quand même que quand on lit, par exemple, Cheikh Anta Diop, ce n'est pas théorique. Il a quand même analysé sur quoi on devrait se fonder pour ce continent-là. Il y a un livre dans lequel, pour un État africain, il analyse quand même les potentialités de chaque région de l'Afrique. Le Grand Congo, le Zaïre ou la RDC, ses potentialités, le Sénégal, ses potentialités, les autres pays, leurs potentialités. On pourrait parler d'une utopie. Elle n'est pas au passé. Le panafricanisme ne repose pas sur le passé. On ne dit pas que l'Afrique était unie. On avait quand même des conflits, des royaumes, des empires. Non, on voulait construire une entité nouvelle, bien sûr, sur des bases occidentales. Il ne faut quand même pas nier l'idée que les penseurs africains sont des produits occidentaux. Kwame Nkrumah est un produit occidental. Senghor est un produit occidental. C'est normal. C'est sur des bases occidentales qu'il voulait créer cet ensemble-là qui, de mon point de vue, et là je réponds autrement à cette question-là, ne peut pas, pour moi, être crédible avant que de vraies nations ne naissent. Pour moi, il y a quand même une inversion quand même de la problématique panafricaniste. Il faudrait qu'il y ait d'abord des nations, de vraies nations fortes, avant qu'un ensemble ne puisse être possible. On peut dire ce qu'on veut, on a des modèles, on ne peut pas ne pas s'en référer pour au moins penser à ce qui est possible. L'Europe, quand même, qui a du mal d'ailleurs à exister comme un ensemble, repose sur des nations. Ben, nous avons des pays qui ont du mal déjà à exister en tant qu'entité, avec des problématiques peut-être similaires, mais des difficultés qui ne sont pas comparables. Moi, le Togo, d'où je viens, qui est très petit, a des problématiques qui ne sont pas celles de la RDC, qui a du mal, elle, à défendre les frontières, parce que c'est trop vaste. On ne peut pas faire un ensemble cohérent avec des pays qui ont du mal eux-mêmes à exister avec un minimum de cohérence. Donc le panafricanisme n'est pas encore une possibilité avant qu'il y ait des pays solides, peut-être quelques pays solides, hein, pas tous nécessairement, parce que si on en a 4-5, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui prennent tout ça en charge, peut-être pour le moment, oui, le panafricanisme reste une idée très belle, mais une idée, peut-être même pas une utopie, parce qu'une utopie, elle a un contenu qu'on peut peut-être cerner. On a du mal à cerner pour le moment ce qu'on entend par panafricanisme. Il s'est dilué dans des discours qui se sont même éloignés de ceux des pères fondateurs, les Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop. Le discours est devenu peut-être un ensemble de slogans quand même. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Elle était tellement riche qu'une partie est plutôt une analyse qu'une question. La première partie est une analyse, votre façon de voir ce problème-là, il me semble. Ma seconde question, c'est dans quelles frontières se trouvent les œuvres Dans quelles frontières se trouvent les œuvres dites francophones de la part d'écrivains et écrivaines africains qui sont souvent méconnus en Afrique et passent inaperçus en Europe, notamment en raison d'un programme qui canonise les écrivains classiques? Oui, on a abordé cette question-là dans la première question. Disons que on revient au même problème. Cette question ne se serait pas posée s'il y avait des littératures nationales très solides, avec des systèmes disons, de légitimation, une prise en compte de ces littératures dans les programmes scolaires. On peut poser des questions. La réponse est simple. On revient au même. Nous sommes dépendants des systèmes de légitimation occidentaux.
un écrivain africain a plus de chances d'exister s'il existe ici. Chez lui, on parle de lui, on peut même lui faire des fêtes sans le lire. Moi, je prends un exemple. Quand Mbougar a eu le Goncourt, nous sommes allés dans le village natal de son père pour une fête qui a réuni des milliers de gens, mais vraiment des milliers de gens, c'était beau. Ça a duré une journée quand même, du matin au soir. Une chose nous a fait sourire à la fin, Mbougar et moi et Felwine Sarr, c'est qu'on a réussi quand même à parler du Goncourt avec des t-shirts que nous portions, le livre, et puis bon, bien sûr, on a réussi à faire cette fête sans qu'à aucun moment on ait vu le livre de Mbougar. C'est-à-dire le livre n'était pas là. C'est-à-dire ça, on a quand même parlé de lui, fêté, fait des discours. À aucun moment, il n'y a eu le livre. Ça montrait une chose, qu'on célébrait, ce n'était pas Mbougar ni le livre. On célébrait un fait simple. La France a dit que Mbougar est un grand écrivain. Et ça suffisait. Mais voilà notre problème. Ça résume ce que vous dites, qui est aussi un constat très juste. Je pense qu'il a une autre question. Je crois qu'il y en a même deux. Ma dernière question. Pensez-vous qu'il y a une certaine censure au niveau des écrivains engagés qui dénoncent le colonialisme par une limitation de la distribution de leur œuvre ou d'invisibilisation d'un contenu qui peut éveiller la conscience africaine et occidentale en termes d'injustice qui fait peur à l'éducation nationale? Censure, je ne crois pas. Non, je ne crois pas qu'il y ait une censure. La censure aurait été qu'on ne les publie pas. Parce qu'ils sont publiés ici. On peut ne pas les publier. Je crois vraiment qu'il y a un problème d'espace aussi. Par exemple, en moyenne, les livres en France, en moyenne, se vendent à moins de 500 exemplaires. Ça veut dire qu'il y a des livres qui se vendent à moins de 100 exemplaires. Ce n'est pas une question d'africain ou pas africain. On peut même dire qu'en moyenne, peut-être, les auteurs africains, en moyenne, peut-être qu'ils se vendent mieux que la moyenne des Français. Parce que quand on dit que des auteurs vendent moins de 100 exemplaires, je ne connais pas d'Africain qui ait vendu moins de 100 exemplaires en publiant un livre en France. Mais il y en a beaucoup parmi les Français qui vendent moins de 100 exemplaires. Donc, c'est plutôt un problème de marché du livre. L'auteur, s'il n'est pas lu, ce n'est pas parce qu'il est africain, c'est tout simplement parce que 99 au moins % des écrivains ne sont pas lus ou pas assez lus parce que leurs livres ne se vendent pas. Il y a un problème de marché. Il n'y a pas de censure. Sinon, on ne publierait pas des écrivains comme Boubacar Boris Diop, un écrivain immense qui a quand même au cœur de son œuvre cette conscience politique, cette conscience d'un homme qui va frontalement contre ce que l'histoire a fait de nous, c'est-à-dire encore parfois des marionnettes de l'impérialisme. Et pour nous, dits francophones, l'impérialisme français. Mais Boubacar Boris Diop est publié, il n'y a pas de problème. Il sera même publié bientôt, puisqu'il y a un de ses nouveaux romans qui sortira bientôt chez Philippe Ray. La question, elle est autrement aussi à poser. Là, je me permets de l'aborder avec vous. Entre nous, les autres ne nous entendent pas. Il y a toujours cette idée-là qu'il y a censure et tout, mais quand je prends la composition de la population française, il y a des centaines de milliers d'Africains en France. Je ne crois pas qu'ils achètent les livres que les Africains publient. Sinon, les Africains seraient des best-sellers. Donc, qu'est-ce qui fait aussi que même des gens qui se sentent concernés par ce continent ne s'intéressent pas tant que ça aux livres des auteurs africains, mais sont plus intéressés par le rapport entre nous et la France.
s'il y avait quand même un public africain important autour des livres des auteurs africains, ben, déjà, ce serait quand même un lieu de débat entre nous. Mais moi, je peux même dire, selon mon expérience ici, nous sommes dans une université, selon mon expérience, quand on organise des rencontres par des associations ou entrées libres, nous, auteurs africains, nous avons rarement des Africains qui viennent écouter ce que nous disons. Donc, pourquoi il y a ce désintérêt ou bien ce rapport à la lecture qui est peut-être un peu problématique? Ça, on peut poser cette question aussi. Il y a une autre question de Stéphanie Chogo. Je te passe la parole. Merci, bonjour. Donc, dans le livre étudié, dans le chapitre « Que leur manque-t-il ?», il y a Maurice Boyer qui pose une question à son ami Georges. Que manque-t-il aux Africains aujourd'hui pour qu'ils cessent d'être en marge de la grandeur du monde? Aujourd'hui, moi, je vous retourne cette question. À votre avis, que leur manque-t-il? Oui, dans cette lettre de Maurice Boyer, à laquelle Georges Balandier répond. Bon, la lettre de Georges Balandier, non, c'est quand même de la fiction. Que manque-t-il aux Africains? Mais c'est plutôt la question qui a un problème. Qu'est-ce que ça signifierait pour un continent être à la hauteur de sa grandeur, ou qu'est-ce que ça signifie? Parce que je me suis amusé, moi, à prendre comme exemple les autres continents. On prend l'Asie. Que manque-t-il à l'Asie pour être à la hauteur de sa grandeur? Parce que l'Asie, à part le Japon, la Corée du Sud et la Chine, mais ce sont des pays quand même où on a tellement de problèmes. Même l'Inde, dont on parle de, bon, disons l'émergence, mais la misère quand même. En Inde, c'est inimaginable. Combien de pays indiens sont développés? Combien sont à la hauteur de leur grandeur? Quand on prend le continent américain, à part le Canada et les États-Unis, le Mexique, mais quand même, ce qu'il y a au Mexique comme violence, misère, ce qu'il y a comme violence en Colombie, ce qu'il y a comme... C'est-à-dire, est-ce que le continent américain est à la hauteur de sa grandeur? Je pense quand même que c'est plutôt là qu'il y a un problème. Vous auriez remarqué que Maurice plutôt, part de Paris. Il est juste dans un petit village du Petit Togo. Il est étudiant, il fait ses recherches pour sa thèse et il pense déjà avoir tout compris au point de se poser la question de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il manque aux Africains? Mais qu'est-ce qu'il en sait? Il est dans un petit village. Il est en train de préparer sa thèse. Il n'a même pas encore fini. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait comme recherche, puisque dans le livre, on ne parle même pas de sa recherche. Et il a compris tout, c'est-à-dire un étudiant en train de se préparer est déjà spécialiste d'un continent. Il sait qu'il lui manque quelque chose. Mais bon, monsieur, mon mentor, Georges, mais qu'est-ce qui leur manque pour qu'ils soient à la... C'est aussi montrer comment la fabrique de la domination d'un discours se fait. Quand il pose cette question-là, il est en train de parler en spécialiste. Et il y a déjà un regard paternaliste dans la question. Parce que lui, il parle des Africains à qui il manque quelque chose. Dans sa question, qu'est-ce qui leur manque? Ce qui suit montre qu'il leur manque quelque chose. Eh bien, si on me posait cette question-là, moi je dirais qu'il ne leur manque rien. Ils sont quand même dans la dialectique historique que Hegel a bien analysée à un moment ou à un autre des pays ou des continents qui ont connu un apogée, une sorte d'apogée s'effondre. Il leur faut peut-être du temps. Et je peux quand même citer beaucoup d'exemples. J'en parle même dans Ainsi parlait mon père avec un petit rire en disant que moi, je pourrais un jour acheter un petit grec puisque tous les Grecs sont à vendre.
Donc, la Grèce qui a fait la grandeur de l'Europe est un pays qu'on démantelait à un moment. Ils étaient obligés même de vendre des sites historiques à des privés. Je peux citer un empire dont les gens oublient la grandeur. Ce qu'avait été quand même l'empire byzantin, l'empire turc. La Turquie, c'était jusqu'en Afrique, hein, quand même. L'empire était jusqu'en Afrique. Ben, aujourd'hui, la Turquie n'est plus ce qu'elle était avant. Rome et tout ça, les Romains qui ont quand même... Bon, mais disons, il ne manque rien aux Africains, il ne manque rien à l'Afrique, il manque juste que ce que l'Afrique, comme continent, deviendra, nous ne le verrons pas. Parce que le temps historique d'un continent n'est pas le temps des individus. Ça peut être dans 1000 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Il manque tout simplement que dans la dialectique, l'Afrique est le continent, vraiment là, on peut le dire, globalement, c'est le continent le plus dominé aujourd'hui. Mais c'est la dialectique de l'histoire. Un jour, elle se renversera. Et qui prendra cette place de dominant? Ben, on ne le saura pas, nous. Donc, moi, la question de Maurice était plutôt une ironie. Parce que je me moque un tout petit peu de Maurice, quand même. Il y a une autre question de Nabila Zouani, juste devant. Bonjour. Il n'est pas ouvert. Je te laisse mon micro. Alors, moi, j'ai une petite question, un peu plus simple que celle de mes camarades. Alors, comment envisagez-vous que votre roman puisse résonner avec les lecteurs d'aujourd'hui? Et quel impact espérez-vous qu'il aura sur eux? Oui, là, c'est une question, oui, en effet, plus simple que celle de vos camarades, mais beaucoup plus complexe, hein, qu'elle y paraît. Je l'ai écrit, et dans d'autres livres, La couleur de l'écrivain, je crois franchement que si un écrivain, romancier surtout, pense que son livre aura un impact sur qui que ce soit, là, il est vraiment en train de se prendre pour Dieu. Non, je ne crois pas que mon livre aura un impact sur les lecteurs. Ils le liront, en discuteront, mais non, ça ne changera en aucune façon leur manière d'envisager, de voir le monde. Je pars vraiment de l'idée qu'il y a une certaine noblesse dans le statut de l'écrivain. Il est absolument inutile. Pour moi, je le dis avec une certaine liberté, il ne sert à rien. Dans la mesure où s'il éveillait les consciences au point de « mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas évité ?» On imagine un tout petit peu qu'au moment où il y a eu l'émergence d'Hitler en Allemagne, on avait les plus grands écrivains que l'Allemagne ait connus. Les Thomas Mann, les Hermann Hesse, les Stefan Zweig. Et si on allait vers l'Autriche voisine, eh ben, on avait Zweig, Musil et tout ça. Ils avaient les plus grands écrivains, les Hans-Henny Jan, Hermann Hesse. Et c'était le moment où ils avaient aussi des Nobel. Mais bon, ce n'est pas ça qui empêche quand même les politiques d'être ce qui change le monde. Si on avait le pouvoir de changer les choses, je prends plus proche de nous, entre la Palestine et Israël, on a eu des écrivains comme Amos Oz, le grand Amos Oz, qui était quand même dans cette idée-là de deux peuples qui pourraient devenir des peuples frères. Grossman, David Grossman, qui est toujours vivant, lui, Amos Oz est mort, ou bien la poésie quand même de Darwish. Oui. Darwish, sa poésie, ou quand on lit ses poèmes avec son grand amour avec cette jeune femme juive, voilà.
Mais ça n'a rien donné parce que les écrivains, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Si jamais il y a des bombes, je pense qu'ils feraient mieux de prendre leur petit baluchon, de s'en aller avant que ça ne devienne très dangereux pour eux. Non, nulle part et à aucune époque, des écrivains n'ont réussi à changer les choses. Dans La couleur de l'écrivain, je consacre un chapitre à l'engagement. Si un écrivain a un rôle vraiment à jouer, je pense que c'est au-delà de ses livres. S'il a une certaine notoriété, c'est plutôt passer du livre à l'action. Et sur ce plan-là, il y a des écrivains qui ont lutté. Là, vraiment, parce qu'ils ont un nom, ils ont mis le nom au service des causes. Ce que nous écrivons, ça peut intéresser certaines personnes qui pourraient y trouver des réponses à leurs questions. Ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment un grand impact qu'un écrivain pourrait attendre de ce qu'il écrit. Donc, je sais quand même que je peux être tranquille. Mon livre aura un impact nul sur les lecteurs d'aujourd'hui et probablement sur ceux du passé ou ceux à venir. Merci beaucoup. Et il y a des questions. Cavada. Voilà, maintenant on peut passer aux questions du public, ouais. Voilà, pour dynamiser voilà. Je vais vous proposer un petit exercice de fiction. Vous avez dit que vous aviez été le premier à parler français de votre famille. Est-ce que vous auriez pu devenir écrivain si vous n'aviez pas parlé français ? Et si ce n'est pas le cas, comment serait votre vie aujourd'hui ? Vous seriez quoi aujourd'hui ? Qui ? Je pense que dans mon cas, la question est non. Si je n'étais pas allé à l'école, on n'écrit pas dans ma langue maternelle, il n'y aurait même pas eu une idée de devenir écrivain puisque je n'aurais pas eu un autre système qui pourrait me permettre une forme écrite de ce que j'apprends. Cependant, c'est à cet exercice que je me suis livré avec Ainsi parlait mon père. Parce que si je n'étais pas allé à l'école, actuellement, je serais dans mon village l'héritier de la forge de mon père. Je suis l'aîné de mon père, c'est moi qui aurais repris la forge. Un de mes petits frères en est l'héritier aujourd'hui. Je serai forgeron dans mon village. Et un forgeron a un rôle très important, pas juste la forge, il a aussi des fonctions sociales, on peut même dire fonctions mystiques, avec même, je ne sais pas si nous sommes aussi efficaces que ça, l'idée qu'il a le pouvoir de soigner certaines maladies. Par exemple, mon père, il soignait ceux qui avaient le prolapsus avec ces problèmes-là, mais puisque les gens revenaient en disant qu'ils sont guéris, je pars de l'idée que j'aurais pu guérir les gens de ces maladies-là. Je n'aurais pas été écrivain. Et dans un de mes livres, je me pose cette question-là. Même en devenant écrivain, est-ce que ce que j'ai vraiment gagné par l'école compense ce que j'ai peut-être perdu en n'étant pas l'héritier de la forge de mon père? Mais j'ai tenté de rendre hommage à cette forge-là, à mon père, avec Ainsi parlait mon père et la première partie, le son de la forge. C'est sûr que je serai dans mon village, forgeron, et peut-être, beaucoup plus en harmonie avec le monde, parce que mon monde, il aurait été dans la proximité, je l'aurais mieux dominé, il aurait été moins angoissant pour moi dans la mesure où aujourd'hui, je suis malgré moi obligé parfois devant des grandes questions, des grands événements du monde, à un moment, devant mon indignation impuissante, de fermer les yeux. Quand j'arrive à l'idée de non, là, j'arrive à ma limite, je ne veux plus voir, je ne veux plus savoir parce que ma colère impuissante pourrait être nuisible à mon petit cœur.
dans mon village, peut-être que j'aurais eu une connaissance relativement réduite de ce qui se passe dans le monde et j'aurais été plus tranquille. Est-ce que j'aurais été plus heureux? Je ne sais pas. Mais j'aurais été quand même moins dans cette sorte de tension permanente en me disant « ça, c'est pas possible, ce n'est pas possible dans ce monde, ce n'est pas possible, pourtant, ça se fait. » Et dire ben, « je ne veux plus savoir, or, je sais. » Merci. Merci à Mathieu pour la question. N'hésitez pas à poser des questions. Oui, le micro, ici, là, à droite. Devant. Allez-y. Donc, les récits de voyage ont existé depuis toujours, mais moi, je parle plutôt pendant la colonisation, qui a construit un certain regard sur l'autre, comme par exemple le nègre barbare. Ma question est les constatations subjectives de l'ethnologue qui construit une utopie ou bien une dystopie. Est-ce que ça n'apporte pas des conséquences néfastes sur le regard de l'autre aujourd'hui? Oui, c'est même une des questions abordées dans le livre. Je pense qu'à un moment, d'ailleurs, c'est ce que le chef du village dit clairement à Maurice, qu'il est venu là, il repartira chez lui en construisant sur eux des images qu'ils ne pourront pas, eux, contrôler. Et l'imam lui reproche aussi de vouloir enfermer ces paysans-là dans une vision du monde qu'il irait diffuser chez lui. L'ethnologie a contribué quand même à des images que parfois les personnes étudiées ont reprises à leur compte parce que ça les valorise. Moi, je prends un exemple, l'idée de société africaine où la solidarité fonctionne de façon naturelle et tout. Oui, on peut réfléchir un tout petit peu à ce qu'on entend par là, mais ça a été écrit et nous nous sommes appropriés ces images-là. L'ethnologie a contribué à un moment à renforcer le regard exotique sur les peuples étudiés, parce que l'ethnologie étudiait les peuples qui étaient considérés comme, dans un premier temps, c'est plutôt ceux qui n'avaient pas une civilisation. Mais l'ethnologie a révélé les logiques de leur civilisation tout en étant un regard exotisant. Ça, c'est clair. L'ethnologie a contribué à ça. En même temps, le regard, et sur ce point-là, il faudrait que nous en ayons conscience. Partout dans le monde de tout temps, le regard posé sur l'autre a une tendance à l'exotisation. Ça s'est passé comme ça entre nous, peuple africain. Il y a quand même ces regards exotisants. Parfois, on a même des noms de groupes qui n'étaient pas nécessairement des noms qu'on pourrait considérer comme valorisants. C'est la façon dont les autres désignaient quelqu'un. Ça devient son nom. Je prends un exemple, ce n'est pas non plus, disons, un terme discriminant. Quand on parle des djoula, en fait, ce sont des commerçants. On désigne comme commerçants, ça devient un nom qui va les accompagner toute leur existence, même quand ils ne sont pas commerçants. C'est devenu un nom. Est-ce que même s'appelle djoula? Ben, on se rend compte que non, ben, les gens ont des noms pour leur propre groupe et on les désigne par un nom qu'eux-mêmes, peut-être à un moment, finissent par intégrer. Moi, je prends ma propre ethnie. Nous avons deux noms, deux ethnonymes, Kotokoli ou Tem. Bon, Kotokoli, il semble que ça signifie donne et reprend, parce que notre groupe aurait eu cette tendance à pratiquer une forme de commerce où tu viens acheter et puis on t'attaque pour te reprendre ce qu'on t'a vendu. Je ne crois pas que nous ayons réellement fait ça, mais bon, le nom viendrait de là. Donc le regard exotisant est quand même une constante dans l'histoire de l'humanité. On regarde l'autre, on le réduit à quelques caractéristiques, parfois à des clichés. Le vrai problème, dans notre cas par rapport aux Occidentaux, c'est qu'ils n'ont pas que regardé avec des images,
ils ont agi en fonction de ces images-là. Quand ils disent « ces gens-là n'ont pas une âme », ils ont décidé aussi, dans ce cas, on peut les traiter comme des bêtes, et ils l'ont fait. Sinon, si c'était juste le regard, ça n'aurait été aucun problème. C'est que ça s'est accompagné de conséquences. Ils ont traité les êtres humains comme ils les considéraient, c'est-à-dire des moins que des êtres humains, ils n'ont pas une âme. Voilà. Il y a peut-être d'autres questions? Beaucoup de questions. Ça sera ma dernière. D'accord. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de l'écriture de votre roman? C'est subi. Comment avez-vous vous les avez surmontées? Oui, des difficultés. J'en ai rencontré déjà. Matériellement, ce livre vient d'un livre que j'ai publié au Gabon. En 2013, je publie au Gabon un petit roman qui est intitulé « L'ethnologue et le sage », qui m'a valu un prix au Mali, le prix Ahmed Baba. À un moment, je reprends ce livre, « L'ethnologue et le sage », c'est Maurice Boyer qui était là avec l'imam. Ils étaient déjà là. Je le relis et puis, bon, je me dis, il s'est écoulé quelques années, il est vraiment incomplet. Comment le faire évoluer vers un regard beaucoup plus complexe où je pourrais introduire davantage de nuances? J'ai commencé à écrire ce texte il y a, avant sa sortie. J'ai mis 7 ans, pas en écrivant que ce livre, parce que quand j'ai 17 ans, je commence. Entre-temps, j'ai publié d'autres livres, La couleur de l'écrivain, Ainsi parlait mon père, Les fables du moineau, avant qu'il ne soit sorti. Durant ces 7 ans, très clairement, la question a été comment parvenir à réaliser l'idée que j'avais avec ce roman, c'est-à-dire faire un livre qu'on considérerait comme un roman, mais qui peut avoir aussi un statut d'essai. Comment faire en sorte que ce roman-là puisse être aussi un espace de réflexion? Je n'ai pas voulu qu'il y ait juxtaposition. Comment faire vivre même le discours ou les réflexions, les intégrer dans la dynamique d'une narration. C'est ce qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps, dans la mesure où entre la première grosse partie et la dernière, qui est intitulée « Discours », il m'a fallu trouver les moyens de rendre vivants les discours pour qu'ils ne soient pas juste des discours juxtaposés à la première partie. Donc les difficultés, je les ai eues. L'autre difficulté que j'aurai toujours, quel que soit le nombre de livres qu'on aura écrits, c'est quel ton par rapport au narrateur qu'on choisit. Le ton, pour qu'il ne soit pas artificiel, ce qui fait d'ailleurs que tous mes livres sont différents les uns des autres parce que ce ne sont pas les mêmes qui parlent et ils ne sont pas du même milieu, des mêmes niveaux. Le ton, pour le trouver, parfois, ça m'a pris du temps. Aussi, narration à la première personne ou à la troisième personne, oui, les difficultés, heureusement, j'en aurai toujours. Il y avait une autre question derrière? 2 questions. Oui, le micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc moi, j'ai une question par rapport à votre public cible, puisque vous en avez parlé très brièvement pendant cette rencontre. J'aimerais savoir à qui est-ce que vous vous adressez dans l'ensemble avec vos œuvres. Est-ce que c'est par exemple aux francophones dans le sens général, aux Français, peut-être à la diaspora africaine? Est-ce que c'est un public présent ou est-ce que c'est un public futur? Est-ce que vous souhaitez que vos messages puissent se transmettre dans le temps? Et voilà. Oui, ça c'est une question quand même aussi qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous écrivez pour les Occidentaux ou pour les Africains? Et en général, les auteurs disent « je n'écris pour personne ». Bon,
Dans ce cas, on n'écrit pas. Si on écrit quand même pour soi, on ne publie pas. Pour être sincère, j'écris des livres comme celui-ci, je l'écris avec une frustration. La frustration, c'est que le débat autour ne sera pas aussi dense là où j'aurais voulu qu'il le soit, hein, parce que ça concerne, on va dire, des problématiques africaines. J'aurais voulu que peut-être il y ait beaucoup plus de débats entre Africains sur des questions qui me semblent importantes par rapport à notre présent et notre avenir, mais de manière logique, les livres que nous écrivons sont d'abord adressés, par exemple, en France, aux Français. Pourquoi j'ai dit de manière logique? C'est publié par un éditeur français à Paris. Le public auquel il s'adresse quand même en priorité, c'est le public français. Il est le plus nombreux en France, puisque les livres, ils se vendent d'abord à Paris, parce qu'on ne les trouve pas nécessairement dans toutes les villes, hein. Si on n'est pas un écrivain qui vend beaucoup, les livres, peut-être à leur sortie, on peut les trouver dans les librairies d'autres villes. Sinon, c'est Paris d'abord. Donc, de façon logique, que je m'adresse, moi, à tel ou tel autre public, le public majoritaire, ce sera le public français qui me lira. C'est-à-dire, c'est l'une des frustrations. Sauf peut-être quand il y a, de plus en plus ça se fait, des reprises sur le continent africain. Par exemple, ce livre qui m'a valu le prix Ivoire va être réédité en Côte d'Ivoire. Bon, peut-être j'aurai un autre public parce que édité en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le public français qui irait l'acheter là-bas. Ce serait des Ivoiriens. Donc, ça élargit un peu l'horizon public, comme ça m'est déjà arrivé avec 2 de mes titres repris en Algérie. La fête des masques et Filles de Mexico, repris en Algérie aux éditions APIC. Le public de demain, d'aujourd'hui, est le plus incertain. L'écrivain pourrait même, et c'est peut-être, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, l'écrivain pourrait même voir ses textes mourir avant lui. Ça, c'est une possibilité. Qu'on ne le lise même plus de son vivant. Donc, pour ce qui est du public futur, c'est un souhait. Le rêve de tout écrivain, c'est qu'on le lise quand il ne sera plus là. Mais ça, ce n'est garanti à personne. Même à des écrivains qui ont un grand succès, une grande renommée, il est possible qu'à un moment, on cesse de les lire dans la mesure où les livres, on continuera à en publier, des écrivains viennent en chasser d'autres. Donc, je ne sais pas combien de temps ce livre sera encore lu. Je voudrais qu'il soit lu même dans 1000 ans, mais il peut peut-être dans 2 ans ne plus être lu par personne. Merci beaucoup. J'ai une question. Pensez-vous que l'autofocalisation sur les violences commises par l'Occident en Afrique ont-elles supprimé l'histoire des violences de la part des Africains sur eux durant le passé? Les Africains du XXIe siècle ont-ils l'intégralité de leur histoire? Ils la subjuguent avec des dimensions utopiques dues à des monuments du passé relevant d'une prouesse architecturale? Oui, mais c'est une question quand même qu'il faut se poser. D'ailleurs, j'allais dire dans le livre, je l'ai fait émerger quand une franco-malienne se retrouve en confrontation avec un haïtien qui lui rappelle ce que l'Afrique, lui aussi dit l'Afrique, a fait aux Noirs en les vendant. Cette question-là de la violence de toutes les sociétés du monde, nous l'écartons. Pourquoi? Parce que ça nous arrange peut-être de penser que nos sociétés étaient dans une harmonie très grande
fraternité très grande, nous oublions que nous avons eu des empires, des royaumes, et que les empires et les royaumes, ça ne s'est jamais construit sans violence. Parce qu'un empire suppose une conquête. Ça suppose soumettre des gens. Ça, c'est déjà, historiquement, la violence, elle est là. C'est ce que Yambo Ologem a voulu montrer dans son roman « Le devoir de violence ». Mais aujourd'hui, nos sociétés sont traversées par des violences inouïes. Les violences commises par les États, les violences au sein des sociétés civiles, nous en parlons si peu ou bien nous sommes moins sensibles à ça, mais il y a beaucoup de livres qui en parlent, dans la mesure où, quand nous parlons de littérature africaine, nous oublions que la plupart des textes des auteurs africains, c'est sur le continent africain qu'on les publie. Quand on lit des auteurs qui sont au Mali, au Sénégal, au Togo, qui vivent là-bas, mais ils parlent de toutes ces questions-là, de ces violences-là, dont nous n'avons pas nécessairement conscience quand nous sommes ici. Nous avons une sorte de prisme qui nous arrange, le face-à-face avec l'Occident, la violence occidentale. Ça nous permet peut-être d'occulter nos propres problèmes internes. Ça nous permet peut-être d'avoir une explication rassurante. Ce n'est pas de notre faute, c'est la leur. Ça, c'est quand même un problème. Il y a une autre question au fond. Bonjour. Moi, je voudrais que vous me donniez votre point de vue sur un passage qui m'a beaucoup plu dans ce livre, où vous disiez les éloges que l'on nous fait nous condamnent à jouer un rôle. Ils nous empêchent d'être nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment Voilà, c'est ma question. Oui, je pars de l'idée que quand on se met à nous dire que nous sommes beaux, nous sommes intelligents, nous sommes gentils, on nous enferme dans le rôle de beau, intelligent et gentil. Or, nous sommes une complexité. Je pense quand même qu'à un moment, les personnes qui nous font des éloges nous enferment. Ils nous enferment parce qu'au moins en leur présence, nous sommes obligés de garder l'image qu'ils ont de nous ou qu'elles ont de nous, ces personnes. En réalité, la moindre petite faute hors de l'image qu'ils ont de nous, nous condamne. Je ne savais pas qu'il était comme ça, lui. Moi qui croyais qu'il était un gentil, mais non, je suis un être humain. Donc, en tant qu'être humain, je ne peux pas être une vertu. Je suis pluriel. Je peux même avoir des pensées qui choqueraient celui qui croit que je suis un gentil. Donc, il vaut mieux s'éloigner de ces éloges-là pour être un être complexe, un être capable peut-être de savoir qu'il porte en lui tellement de ténèbres que ce qui le rend singulier, c'est peut-être dans sa capacité à ne pas laisser s'exprimer les ténèbres dont il est conscient. Nous sommes quand même pleins de contradictions. Nous nous efforçons d'être dans une certaine mesure proche de ce qu'on pourrait appeler un comportement dit normal. Mais les éloges sont un poids à porter. Il faut mériter l'image qu'on fait de nous. Ça, c'est que ce n'est peut-être pas la meilleure des choses à vivre. Il y a d'autres questions peut-être? Sinon, je vais passer la parole à nos profs. Si vous avez des questions. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je passe le micro à Elvina. Oui, moi, j'ai une question qui va un peu approfondir celle posée par Lévi. J'ai entendu l'écrivaine Kautar Archi, qui a aussi une formation de sociologie, qui est écrivaine maintenant, et dire qu'en fait, elle avait été embarrassée par la réception de ses romans, parce qu'elle s'était rendue compte que leur statut de roman déréalisait le propos qu'elle pouvait tenir, le contenu politique de ce qu'elle pouvait avancer. Il y avait une déréalisation qui était
permise par cette forme de roman. Et ça lui avait amené à changer en fait les formes qu'elle choisissait d'écrire, les genres. Et elle parle de renoncer au roman aujourd'hui. Donc je me demandais de votre côté si la réception critique de vos ouvrages, y compris notamment dans des, comme vous le disiez, que les réseaux de légitimation vont être les librairies parisiennes, etc., de rencontrer une réception critique blanche parisienne, bourgeoise éventuellement, je ne sais pas. Comment est-ce que ça pouvait intervenir sur vos choix de genre, de forme ? Oui, ben, c'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai donné à ce roman cette forme-là. Je me dis, la deuxième partie, quand on la lit, on peut déjà s'arrêter sur les réflexions. C'est vrai. On ne va pas les noyer dans l'idée de c'est une fiction. Je me dis, à force de ne faire parler que les personnages dans une trame romanesque pure, on réduit les livres à un divertissement. Or, c'est bien, il y a une dimension divertissante dans le roman, mais je n'aimerais quand même pas qu'on me lise avec juste l'idée de divertissement. J'ai peut-être le petit sentiment que le roman aussi, c'est un espace pour faire avancer une vision du monde ou une réflexion, ou des réflexions, même si elles ne sont pas originales. Parce que dans ce livre, je n'ai pas mis en exergue pour rien Valentin Yves Moudibé avec l'invention de l'Afrique. Il y a beaucoup d'idées que je reprends ici qui sont de Moudibé. C'est pour ça que je l'ai mis quand même en exergue. Les idées ne sont pas originales, parce qu'il n'y a plus d'idées originales dans ce monde. Les formes peuvent changer, mais le roman pur, moi aussi, me pose un problème dans ce que j'écris. Le roman pur a tendance à être réduit à roman, c'est-à-dire c'est de la fiction. Donc, je fais quand même un roman qui emprunte aussi beaucoup à l'essai, et quand ça ne suffit pas, je passe à l'essai. C'est pour ça que j'ai écrit La couleur de l'écrivain, où je reprends des thématiques qu'on a dans mes romans. La couleur de l'écrivain, c'est un essai où il y a aussi des fictions, des nouvelles, mais c'est quand même un livre où, là, on ne peut même pas dire le personnage parle, ce sont mes réflexions. Donc, ce que Kauter dit, ben oui, je le sens aussi, parce que le romancier pur, le pur romancier, est considéré comme quelqu'un qui est dans un genre relativement, disons, moins important, parce que si on a besoin d'écouter quelqu'un qui émet des réflexions, on va lire un essai. Or, les romans ne sont pas aussi, en termes de pensée, aussi neutres que ça. Ils véhiculent des idées, ils véhiculent des visions du monde, ils véhiculent des opinions. Ils véhiculent même des clichés. Merci Samy Tchak. Alors, je vais juste une petite question par rapport, je voudrais savoir la place du thème dans vos derniers romans, parce que les premiers textes, justement, après La femme infidèle, on a eu Hermina, La fête des masques, fille de Mexique et autres, donc qui se déroulaient en Amérique latine. Or, on constate que les derniers textes, notamment Les fables du moineau, Ainsi parlait mon père, Le continent du tout et du presque rien. Et j'ai vu aussi que La mélodie pour une douleur a été publiée récemment en Afrique, donc j'ai cherché un peu partout, je n'ai pas réussi à la voir. Et du coup, je me demandais la place justement que la langue thème occupe maintenant dans vos derniers textes. Par exemple, j'ai découvert justement Zachary Chakbele et ce qu'il fait du terme Nying, du thème, donc qui est quand même un concept aussi, qui pourrait être encore un concept philosophique. Et du coup, je voulais savoir ce que ça occupe aussi dans vos derniers écrits, justement. Oui, ma langue maternelle, qui fait partie des langues minoritaires dans la mesure où
Oui, c'est parlé par moins de 20% de la population du Togo. Le Togo n'a que 7 millions d'habitants déjà, donc on est quand même un petit pays. Est une langue que moi, je porte, qui nourrit même ma démarche en français. Ça, c'est sûr, hein, je ne suis pas le seul. Je pense que pas mal d'écrivains africains ont cette démarche-là où leur langue maternelle intervient. À un moment, je me suis dit, tout ce que je mets de cette langue dans mes écrits ne se voit pas. C'est à la question précédente, hein, ça ne se voit pas. Et j'ai eu la chance d'avoir un homme qui a été pour moi une référence, le professeur Zakari Tchagbale. Il fait partie des tout premiers intellectuels de mon ethnie. Et nos parents connaissaient son existence, ils ne l'avaient jamais vu. Il a fait ses études à la Sorbonne, il n'a pas pu rentrer au Togo parce qu'il était opposant. Il est rentré plutôt, il est parti en Côte d'Ivoire, exil en Côte d'Ivoire où il est devenu professeur à l'université. Et chaque fois, je me rappelle mon père, pour me donner envie de m'intéresser aux études, me disait, ben, si tu vas aller en France comme Zakari Tchagbale, eh ben, il faut apprendre quand même. Donc il était une référence. Je ne l'avais jamais vu. J'arrive en France et à un moment, je découvre qu'il a créé une page, c'est un linguiste, sur Facebook pour notre communauté. Je suis sur cette page, je suis ses cours et un jour, c'était en 2018, je le rencontre enfin. Nous sommes allés devant la Sorbonne où il a fait ses études, où je suis arrivé beaucoup plus tard pour faire cette photo-là. L'émotion que j'avais ressentie quand même en le voyant ce jour-là, lui qu'on nous donnait un exemple pour que nous... Cette émotion m'a inspiré une idée. Je dis, bon, il faut que je lui rende un hommage dans un de mes livres. Ça, je vais lui rendre un hommage. Quand j'écrivais Le continent du tout et du presque rien, à un moment, mon téléphone sonne, c'était lui. Ah ben, je suis à Paris, est-ce que, bon, je pense quand même que les échanges que j'ai eus avec lui, la vie qu'il a menée, ce qu'il m'a raconté, lui-même que j'encourageais à l'écrire, tout ça, à un moment, ça m'a donné une des parties qui a retenu peut-être dans les réflexions l'attention des lecteurs, le concept de la fermentation que je prête au professeur Zakari Tchagbale. Bien évidemment, ce n'est pas lui qui développe cette idée-là, mais je la lui prête après avoir utilisé sa vie, parce que là, je raconte quand même sa vie telle qu'il l'a menée avant d'arriver au concept de la fermentation. Je la lui prête dans la mesure où toute sa vie, c'est son boulot. Il est spécialiste de notre langue. Il l'a enseigné. Il fait des conférences sur cette langue-là. C'est par lui que je me suis enfin, disons, ramené à ma langue première, à ma langue maternelle, que je veux faire ressortir de manière très claire dans mes livres. Les fables du moineau, bien évidemment, ça se passe dans mon village, on voit quand même la façon ou dans Ainsi parlait mon père, c'est-à-dire faire parler mon père, ce que je l'ai entendu dire, traduire en thème ce que mon père a dit en français. Ben, depuis que j'ai rencontré de façon physique le professeur Zakari Tchagbale, je me suis mis à rendre un hommage à son travail, donc un hommage à ma langue maternelle. Peut-être une dernière question, comme ça on aura le temps de poursuivre. Oui, j'ai vu une main qui s'est levée. Voilà, ouais. J'ai une dernière question. L'histoire de l'Afrique est enracinée dans la religion ou les traditions, à l'opposé d'une Europe qui s'en éloigne.
Pensez-vous que la croyance en Dieu empêche les Africains d'aujourd'hui de se dire que la barbarie ainsi que les violences sont dans la nature humaine et que la nation de nos croyances divines ou traditionnelles crée une faiblesse qui nous amène à attendre un salut du ciel plutôt qu'un salut des Africains, de la part des Africains eux-mêmes à travers des actions concrètes? Oui. Déjà, je crois franchement que on ne peut pas dire que les Occidentaux s'éloignent de la religion. Il suffit d'aller quand même dans ce que moi j'appelle l'Occident transbordé, aux États-Unis ou dans les pays d'Amérique latine. Oh, ben, les églises sont vraiment à tir du monde. En Amérique latine, la religion joue un rôle important. Il faut aller en Roumanie pour voir si les gens ne sont pas religieux. Il faut aller en Pologne. C'est aussi une image. Et ça aussi, c'est une réponse à toutes les questions que nous nous posons. Nous avons tendance à dire qu'on parle mal de nous, qu'on nous réduit à des images, mais c'est ce que nous faisons. Parce que quand on dit les Occidentaux s'éloignent de la religion, alors que nous, oui, on est déjà dans eux, nous. Oui, mais tous ne s'éloignent pas de la religion. Et puis bon, sur le continent africain, tout le monde n'est pas religieux. Hein. Donc, est-ce que ça nous empêche de faire des choses concrètes pour notre bien-être ou? Ben, vous n'avez pas totalement tort. Hein. Je peux avouer que moi, je suis de moins en moins dans un regard indifférent quand je vois ce que les religions deviennent. Ce n'est pas parce qu'on pratique les religions qu'il y a un problème, est-ce qu'elles deviennent. On voit par exemple, on parle de l'islam. Bon, déjà, prenons l'islam. Moi, je suis musulman, je peux parler de l'islam. On voit ce que l'évolution de l'islam a engendré comme problème au Mali, au Niger, au Nigeria, au Mozambique, au Burkina Faso et un tout petit peu au Togo. Ce que ça a engendré comme problème a commencé d'abord par l'Algérie, parce qu'on oublie quand même que c'est en Algérie que ça a vraiment commencé. L'Algérie a payé un lourd tribut à cette question-là, à partir de la politique, bien sûr. Quand je vois ce devenir-là, je ne suis pas indifférent à cette question-là, mais on parle de l'islam parce que c'est la partie la plus visible dans les pays musulmans. Mais les églises de l'éveil en Afrique centrale, par exemple, où on a une floraison de prophètes, des gens qui se disent prophètes, mais font des choses inimaginables et des gens suivent quand même. Et ils deviennent milliardaires après, parce que bon, certains ont des jets privés quand même. Et quand on voit aussi les évangélistes qui viennent, par exemple, du Brésil et tout ça qui envahissent le continent, je peux dire oui que les spiritualités dévoyées de cette manière-là pourraient freiner l'évolution de ce continent ou bien lui donner des évolutions tragiques. Au moment où nous parlons ici, il y a quand même 40% du territoire burkinabé, 40% officiellement. C'est le gouvernement qui le dit, du territoire burkinabé que l'État ne contrôle plus. Quand un État ne contrôle plus 40% de son territoire, ça signifie quoi? On ne peut plus aller à l'école. Il y a d'autres lois qui se sont implantées là-bas au nom de la religion. Donc, le continent est en train d'affronter des visions perverties des spiritualités qui ont, pendant un bon moment, permis aux gens de construire leur identité. Moi, j'ai grandi dans une famille musulmane où j'ai appris à lire le Coran. Quand je repars dans mon village, ce que je vois, je ne l'avais pas connu, moi, quand j'étais enfant. Les choses ont évolué et sur ce plan-là, oui, vous avez raison, nous allons peut-être affronter un tournant tragique avec le dévoiement des spiritualités, pas seulement de l'islam, même nos religions dites traditionnelles se sont dévoyées avec un élément peut-être central qui est au cœur de tout ça aussi, l'argent. Voilà. Donc ça, oui,
ça pourrait quand même freiner une certaine évolution de ce continent. Ça pourrait même être tragique. Ça l'est déjà dans certains pays, le Mali, le Burkina, le Mozambique, le Nigeria, sans oublier la Somalie qui a même du mal à exister comme pays. Alors, merci beaucoup, Monsieur Samy Tchak, pour votre présence et pour les réponses que vous avez apportées à nos questions. Merci à nos deux profs, Madame Chati et Madame Lepoul, pour d'avoir organisé cette rencontre. Merci à tout le public, mes camarades, pour votre interaction et vos questions. Et merci aussi à l'équipe audiovisuelle pour votre travail. Et merci. Et merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci.